Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Allô? Là, Adeline, on est où aujourd'hui? On est au studio, bien entendu, Ah ouais? en personne. On est ici parce qu'on a un invité qu'on voulait recevoir, Laurent Turcot. Salut! Allô? Allô? Ah, Et, merci d'avoir accepté notre invitation. On a plein de choses à parler avec toi. On veut parler évidemment d'histoire avec un grand ah oui, H. c'est étonnant, ça. Ben je pensais oui. qu'on allait parler. Non, je pense sais que pas tu as moi, des choses... sorties de Montréal, Eh ouais. encore Non, On peut. physiologie. mais oui, on a des choses vraiment intéressantes à parler avec toi. Puis tu as écrit des livres aussi. Ouais. Fait que le côté d'édition, écriture, beaucoup de choses au niveau historique que, en faisant mes recherches pour l'épisode, j'ai trouvé des trucs vraiment intéressants à parler. Donc, j'ai hâte d'en parler avec toi. Mais peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas ou connaissent peu, Ouais, Laurent Turcot, tu es un historien à la base. Tu es un spécialiste du 18e siècle, si je me... non, 16e siècle. j'ai fait ma Ok. thèse sur le 18e siècle, mais après, je me suis Ok. étendu beaucoup, là. Ok. Je travaille plus dans le 18e siècle. Aujourd'hui, je fais de la vulgarisation, j'enseigne la didactique aux futurs profs primaires, secondaires. Ok. Donc, j'enseigne comment enseigner et quoi enseigner. OK. Puis, tu as aussi une chaîne YouTube, Ouais. l'Histoire nous le dira, qui Ouais. aujourd'hui, je pense que tu à presque 600 000 abonnés Exact. sur la chaîne. C'est quand même gros, donc félicitations Merci Ouais, beaucoup, bravo. merci beaucoup. pour ça. Ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans là, que la chaîne existe. Quand Ah même. oui. Donc, le blanc de ma barbe trahit un peu la vieuxeté de ma chaîne. L'expérience, Oui, plutôt. voilà. Ah. Puis, comme on l'a dit aussi, tu as écrit des livres, on va en parler un peu plus tard. Et puis, récemment, j'ai appris que tu étais l'historien personnel de Jeannette Bertrand. Oui. Ah ouais? C'est Comment une c'est arrivé, ça? Ben, écoute, c'est très drôle. Moi, Jeannette Bertrand, je la connais comme tout le monde la connaît. Moi, j'ai été élevé avec les grands A, tu sais, à Télé-Québec. Tu t'écoutes ça, puis c'est souvent des choses très, très troublantes. Une sexualité aussi qui est mise de l'avant par Jeannette, qui est racontée, qui est aussi Parler pour parler, qui avait été parodiée aussi par RBO, Parler pour rien dire, où elle avait été bonne joueuse à ce moment-là. Donc, je la connaissais, Jeannette, mais sans vraiment la connaître plus que ça. Mhm. Puis, à un moment donné, je ramenais mes enfants de l'école, j'avais un sac à dos d'une main, je tenais la main de ma fille de l'autre bord, puis je disais, OK, on traverse la rue, puis d'un coup, mon téléphone sonne. Fait que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'appelle à cette heure-là, normalement. Puis je regarde, puis sur l'affichage, c'est écrit Jeannette Bertrand. Donc là, je fais moi. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un appel. Non, tu sais, Jeannette, elle l'écrit avec J-A et pas J-E-A. Je me suis Donc, il y en a trompé juste aussi, ouais, une. c'est ça. Donc là, je réponds, je fais Bonjour, Monsieur Turcot, c'est Jeannette Bertrand. J'ai vu votre vidéo sur YouTube et j'ai un projet pour vous. Là, je fais je peux-tu vous rappeler? Je me suis senti tellement mal de lui couper le sifflet. Puis je me suis dit, c'est pas une blague. Donc, je suis revenu à la maison, puis là, elle m'a raconté que durant la pandémie, il y avait plein de gens, plein de personnes âgées qui ne savaient pas quoi faire. Donc, Jeannette, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit, je vais vous faire des petites capsules sur YouTube. Elle a fait ça quand même à presque 100 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle l'a. Ouais. Ouais. Et elle explique aux gens comment rédiger leur mémoire. Et les gens qui ont rédigé leur mémoire l'ont envoyé ensuite à Jeannette Bertrand. Donc, elle s'est retrouvée avec 2400 mémoires de gens qui ont entre 90 et des fois 60 ans, qui racontent leur histoire à eux, l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents. Fait que ça retournait jusqu'au 19e siècle. Fait qu'elle dit, j'ai lu ça, puis elle n'arrêtait pas de répéter, mais c'est notre histoire, c'est notre histoire. Ouais. Faut que quelqu'un soit capable de contextualiser tout ça. Mm. Donc, on a fait plusieurs rencontres avec Jeannette, autant à Montréal qu'à son chalet. Je suis allé la rencontrer Ok. aussi avec les enfants. Ils ne savaient pas du tout qui était Jeannette Bertrand. Là, ils ont réalisé jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jeannette était assise avec ma fille à table, puis elle dit, toi, Charlotte, qu'est-ce que tu penses de la pornographie? Est-ce que tu trouves que la pornographie, c'est quelque chose qui est fait pour les garçons et c'est le fantasme des garçons? Charlotte, elle avait 14 ans à l'époque. ouais. Je dis, Jeannette, je fais, tu peux y aller là-dessus, mais elle n'est pas vraiment en contact là-dessus. Ben, mais tu sais, Laurent, tout le monde est en contact. Donc, elle est d'une modernité Ben dans oui. son esprit, puis Ah elle ouais. n'arrête pas. Tu sais, tu la vois à 100 ans, tout son esprit est là. C'est son corps qui la lâche. Elle n'est pas capable de tenir les doigts. Puis en Mhm. plus, j'ai eu la chance d'être consultant historique pour la pièce Jeannette, qui a joué à Duceppe, d'ailleurs, qui va rejouer au mois de décembre, qui va être reprise encore en 2026. C'est le hit de la saison. Puis tu vois, en fait, toute son histoire, c'est l'histoire du Québec. Mais là, je te parle beaucoup trop. Là, je vais couper. Non, mais c'est Ouais, vraiment ouais, intéressant. ça. Puis ça, c'est ça. Fait que c'est un recueil de gens qui ont partagé les histoires qu'ils avaient par rapport au Québec. C'est bien ça le recueil qu'elle a écrit. Ben, en fait, on ne peut pas citer les œuvres comme telles. Donc, ce qu'a fait Jeannette, c'est qu'elle se l'est mis en esprit puis à me poser des questions. Comme Ok. par exemple, dans beaucoup de biographies, les gens disaient que les gars parlaient pas à l'époque. Elle dit pourquoi les gars parlaient pas? Il y a beaucoup de récits d'inceste, de viol, Mhm. de patriarcat, de rapport à la médecine. Donc, elle voulait savoir comment ça se passait. Donc, elle arrivait avec le ressenti des gens. Puis moi, je cadrais ça en disant, mais tu sais, Jeannette, à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Elle le sait, mais tu sais, on Mhm. explique un peu pour les gens
autant qu'ils l'ont écrit, que qui veulent savoir les textes en question, parce que ces 2400 biographies ont été téléversées dans un fonds d'archives qui plus tard va être pouvoir utilisé par les historiens. Tu sais, elle a C'est fou. créé un fonds d'archives pour comprendre le Québec des 100 dernières Mhm. années. Puis dans le livre, elle raconte autant son histoire à elle, qui est née sur la rue Ontario à travers l'histoire de son père qui avait une épicerie, etc., puis le rapport avec les hommes qu'elle a eus, ses enfants. Puis elle inclut là-dedans l'histoire de tous les Québécois, les Québécoises qui lui ont écrit. Juste pour la statistique, c'est environ 80 de femmes pour 20 d'hommes. Ouais. Ah ouais. Et plus intéressant encore, parce que vous vous intéressez à la lecture, les hommes, quand ils racontent leur biographie, c'est qu'ils disent toute leur réalisation. À quel point ils ont bien réussi. Ils ont eu ça, ils ont eu ça, ils ont eu ça. Les femmes, c'est beaucoup plus senti. C'est les déceptions, les Mhm. désagréments, les choses qui sont cachées, tu sais, le viol, l'inceste, tout ça. Puis elle a été hallucinée, et moi le premier, de voir à quel point l'inceste était quelque chose de relativement courant en campagne. Parce que c'est pas des gens des villes qui ont écrit, c'est souvent des gens qui venaient de très loin, des Hmm. gens qui ne laissaient pas de traces. Donc, elle a permis à ces gens-là de raconter une histoire qui n'aurait jamais été connue. C'est quand même Ah. impressionnant Ouais. qu'il y ait autant de personnes qui soient venues de l'avant avec leur biographie, leur mémoire. Mais je pense qu'il y a un désir. Tu sais, quand tu arrives à l'automne de ta vie, tu dis à quoi Mhm. ça a servi? Mhm. Pourquoi j'ai fait tout ça? Mes enfants sont partis, je n'ai plus rien, plus personne vient me voir. Est-ce que ma vie a vraiment été si importante que ça? Puis de se raconter, c'est de revoir ce qui nous intéresse. Tu sais, c'est pas pour rien que les sites généalogiques comme Ancestry et autres font énormément d'argent. Les gens ont besoin d'avoir un lien avec Ouais. le monde. Mhm. Puis de se raconter aussi, c'est de prendre possession de sa propre histoire, puis de voir, mon Dieu, j'en ai fait des affaires. Ben oui. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est précieux comme exercice. Ouais. Vraiment. Mais je pense qu'on ne peut pas le faire, nous, à nos âges. On a un Non, peu non. tous Ben non. le même âge. Mais on a tous cette idée, qu'est-ce que je suis en train de léguer? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'on est tellement dans l'action. Tu sais, dans notre vie, c'est un projet après un autre. Puis à un moment donné, quand les choses commencent à s'étirer les uns les autres, puis les projets commencent à être tous Mhm. un mois ici, Mhm. 2 mois là, là, tout d'un coup, les choses se déposent. Comme on le fait, par exemple, quand on est en vacances, tout d'un coup, les idées nous viennent. Il n'y a rien de plus salvateur, je pense, que de ne rien faire. C'est Denis Laferrière qui a écrit ce très beau livre qui disait « L'art perdu de ne presque rien faire ». Puis dans le rien faire, l'esprit commence à vivre. Puis à l'automne de notre vie, comme je disais, tout d'un coup, là, il y a un regard passé vers ce qu'on a vécu, puis tu dis, ben, je veux le raconter à mes enfants, mes petits-enfants, Ouais. parce que c'est rare que tu t'assois puis tu dis à grand-maman, raconte-moi ta vie. Je sais, OK, Ouais. t'as-tu 50 ans? Vraiment. Ça Ben se oui. passe Mhm. pas. 50 ans. Mais d'être capable de le lire, puis souvent, Ouais. les gens, c'est qu'ils l'écrivaient, puis ils l'éditaient en édition d'auteur, puis ils le donnaient à leur Mhm. famille. Ah Comme une ouais. manière, vous voulez tout savoir, tu n'es pas obligé de m'écouter, lis ça, tu l'auras. Mhm. Puis même après ma mort un jour, voilà ce que j'ai fait. Puis même si tu demandes à quelqu'un de raconter son histoire une première fois, tu vas avoir un récit, tu lui demandes une autre fois, tu auras un autre C'est récit. clair. Parce que Ouais. moi, j'ai entamé mon travail d'arbre généalogique. Mhm. Tu le mentionnais. J'ai eu la chance d'interviewer mon grand-père et ma grand-mère. Première fois, ils te disent un peu, ben, je m'appelle comme ça, je suis née là, ma mère était comme ça, elle travaillait là. Après, tu commences un peu à gratter. Ah, mais oui, mais là, tu m'as mentionné ça, puis ça part dans toutes les directions. Puis après, je leur avais dit, raconte-moi tout. Et en fait, il y avait Ah oui. plein de détails qu'ils n'avaient Mhm. pas dit au début, Mhm. que moi, une histoire, j'avais compris le contexte, et c'était vraiment précieux. Ah, Comme c'est exercice. beau. Puis, tu sais, c'est l'image que je sais, parce qu'on va en venir à l'histoire. Ouais. Tu sais, l'histoire, en général, c'est un peu comme on se raconte notre propre histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qu'on a avec quelqu'un. Imagine, ça fait peut-être 2 jours que tu es tombé amoureux de la personne. Puis là, ton groupe d'amis te demande « Hey, comment vous êtes rencontrés? » Ça va prendre 2 heures. Tu sais, il m'a texté, j'y ai écrit on s'est rencontrés, j'ai fleuri son chemisier, là, il m'a regardé, je l'ai vu, la fille, elle m'a... Tu sais, ça finit plus l'histoire. Tu prends cette même histoire-là, mais 4 ans plus tard. La même histoire qui faisait 2 heures est rendue 30 minutes. Oh, je l'ai rencontré sur Tinder. Ouais, c'est ça. Imagine, mais puis là, après, tu t'es séparé de cette personne-là, puis on te demande de raconter cette même histoire. Tu vas dire « Ah, c'est une crise de conne. » C'est là que tu vois que le passé reste le même, mais le regard que tu portes sur le passé a changé parce que toi, tu as changé. Fait que tu sais, quand on dit le passé individuel et le passé collectif, c'est la même chose. Là où une société va, Mm. le regard qu'on va porter sur les Mhm. destinées d'une collectivité sera jamais le même. Tu sais, si tu regardes ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, le regard qu'il porte sur l'histoire des États-Unis n'est pas le même que celui qu'on portait il y a 20 ans. On va aller chercher beaucoup plus une figure autoritaire, une figure religieuse, une figure blanche aussi. Puis tu te rends compte que là où ils en sont rendus, limite fasciste, ben, ils vont avoir tendance à vouloir légitimer dans le passé qui était celui des États-Unis. Mhm. De la même manière qu'un parti de gauche pourrait dire « Non, c'est les luttes sociales. Les États-Unis se sont constitués par ça. »
C'est là que tu vois que l'histoire, c'est un terrain de bataille. C'est Ouais. que tu dis, ben voyons, tu ouvres un livre d'histoire, puis c'est écrit, ça s'est Mhm. passé. Ah, c'est plus compliqué que ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais une question que je voulais te poser par rapport à ça. Tu sais, est-ce que les récits historiques ou les histoires, c'est biaisé? Sûrement que oui. Est-ce que tu peux faire confiance à un livre d'histoire? Parce que, dépendamment de comment tu as vécu ou que tu veux que les gens se rappellent de l'histoire, tu vas peut-être l'écrire d'une certaine façon. Tu sais, Alors, donc, toi, quand t'es. je vais Ouais. donner un exercice. Je ne veux pas du tout être pédant en disant ça. Non, C'est non, un- vas-y, je- vas-y. c'est T'as ce le que, droit. c'est ce que j'ai à mes étudiants. Ouais. Je leur dis, imaginez qu'on est en 3450. OK? Tout a brûlé, il ne reste plus rien. Puis on vous demande, dans un travail d'histoire, de travailler sur les années 2020 à 2030. La politique canadienne. Mais il reste que 2 sources pour évaluer tout ça. C'est les mémoires de François Legault et les mémoires de Justin Trudeau. Là, ils partent tout en disant, ben là, c'est pas possible. Là. Mhm. Tu peux pas faire un travail sérieux juste avec ces deux documents-là. Mais pourtant, c'est ce que font les historiens de l'Antiquité. Souvent, tout ce qu'ils ont, c'est des inscriptions dans la Ouais. pierre, 2, 3 textes, puis ils sont capables de tout reconstituer. C'est pas biaisé, j'aime pas le terme biaisé, Mhm. c'est que c'est un angle d'attaque. Tu sais, l'histoire, ça veut dire une enquête. Puis comme une enquête policière, tu convoques des témoins à la barre. Quand t'en as pas beaucoup, ben, tu essaies de les faire parler le plus possible sur toutes les coups de sur leur pose une question qu'ils n'avaient pas vue. Mais plus tu en as, plus à un moment donné, tu dis, hey, gang, là, on va essayer de réduire, puis on va prendre ceux qui sont les plus cohérents, puis ceux qui étaient présents Mhm. véritablement. Fait que l'enquête, quand elle est bien menée, oui, elle est conforme à ce qu'on veut savoir. Parce qu'il n'y a pas d'objectivité, quand même, en histoire. Ouais. Mais il y a des faits. Il y a des choses qui se sont Ouais. passées. C'est qu'on le veuille ou non, il s'est passé quelque chose en septembre 1759. Les Anglais ont battu les Français. Et il s'est passé quelque chose en 1791 qui était l'acte constitutionnel. Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ah là, c'est la spéculation. Ouais. Tu sais, c'est comme les lignes ouvertes au hockey, là. Il y a beaucoup d'interprétations, puis toutes se valent parfois. Non, c'est ça. Puis, il y avait aussi un autre élément de. Tu sais, là, on parlait des mémoires que Jeannette Bertrand a reçues. Puis, pour moi, il y a comme une différence. Là, j'ai pas vraiment de questions par rapport à ça. C'est plus Ouais, vas-y. une idée philosophique, mais tu as l'histoire que les gens ont vécue. Par exemple, Ouais. la Deuxième Guerre mondiale, peu importe. Les gens ont vécu l'histoire, fait que c'est implanté dans la société. Le monde, ils l'ont vécu. Puis après ça, tu as l'histoire que tu lis, que tu es détaché peut-être parce qu'on est 100 ans, 200 ans plus tard. Puis là, c'est rendu vraiment une histoire. Il y a moins d'émotions, on dirait, qui s'est rattaché à ça. Fait que quand les gens qui ont vécu des choses atroces, ils s'en rappellent, puis ils font des choses, ils signent des papiers pour des traités pour plus que ça se reproduise. Mais quand on a un détachement par rapport à ça, à un moment donné, ça rentre dans notre logique, mais je sais pas, il y a peut-être Non, c'est quelque chose très qui se intéressant ce perd. que tu dis. Parce que tu as plusieurs niveaux d'histoire. Tu as l'histoire politique, l'histoire diplomatique, l'histoire des guerres. Où est-ce que là, on a l'impression que c'est au niveau supérieur que ça se décide. Tu sais, les gars qui disent, OK, on envoie tel détachement de tel autre. Mais tu peux redescendre au plancher des vaches sur les gens, comment ils vivaient. Tu sais, on va faire l'histoire de la COVID, toi puis moi, OK? On est en encore 3554. Ouais. Puis là, on regarde toutes les décisions de François Legault, Mhm. puis on regarde comment ils ont géré ça. Prête net sec, that's it. Puis on dit, voici comment ça s'est passé la COVID au Québec. Mais vous trois, vous décidez d'écrire des mémoires sur comment vous l'avez vécu. Ça a été un drame, ça a été une grande réalisation parce que tu as appris 15 langues, tu as appris la guitare, puis tu as écrit des poèmes écœurants. Ouais. Alors que moi, j'avais envie de m'arracher les cheveux, puis je voulais défoncer les enfants. C'est pas vrai, mais j'imagine. Ben, c'est là que tu vois que le même ressenti d'un événement peut être complètement différent. Pendant la Révolution française, pendant que Louis XVI était en train de se faire décapiter sur la place, il y avait quand même un dude qui était dans le coin en train de faire cuire son pain puis qui ne savait pas ce qui se passait. Ouais. Fait que tu sais, tu as des histoires entremêlées comme ça. Il y a la grande histoire, mais il y a la petite histoire. Puis la petite histoire, elle se conjugue au pluriel. Mhm. Puis c'est ça qui fait la riche puissance des romans historiques. Parce Ouais. que tu arrives à naviguer à travers ça. Oups, tu vas repogner à mener un grand événement, mais tu te rends compte qu'à travers ça, il y a toute une vie, puis c'est là que tu te rapproches Mhm. des gens. Tu sais, tu dis, on a l'impression que des fois, l'histoire, elle est détachée, elle est froide. Rentre dans une histoire, parce que moi, c'est l'histoire que j'adore, l'histoire de la vie quotidienne, l'histoire du social, l'histoire de la culture, l'histoire des sentiments, l'histoire des sensations. Ça, tout d'un coup, tu sais, il y a un grand historien qui s'appelle Alain Corbin qui a fait un livre sur les odeurs. C'est qu'est-ce que ça sentait avant. Il a fait un livre aussi Ouais. sur l'effroi. Tu sais, il y a Georges Vigarello qui a fait un livre sur la fatigue, comment on ressentait la fatigue. Là, tout d'un coup, c'est comme si tu étais en lien avec les hommes et les femmes des temps passés, puis tu dis, hey, comme moi, ils vivent des choses. Tu sais, de la même manière, toi, tu vas aux toilettes, tu fais caca dans une grande cuve blanche. À l'époque, c'était tout le monde sur un bio de bois, on chie ensemble, puis that's it. C'est ça. Mais juste en rapprochant, puis moi, c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que oui, je peux te raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai faite sur ma chaîne YouTube avec Carl Pepper. On a fait 7 heures de vidéo là-dessus. Ouais. Mais je peux aussi ramener ça au plancher des vaches puis te dire simplement, voici comment on vivait dans l'ordinaire Mhm. pour tâcher de réduire la distance entre toi et le temps qui est passé. Ouais. Puis
c'est un peu là l'importance, comme tu disais, des romans historiques, de la littérature qui raconte des faits historiques, parce qu'on peut rattacher une émotion à quelque chose qui s'est réellement passé. Puis, justement, est-ce que tu en as lu récemment ou tu en as conseillé? Je sais pas si... J'en lis pas beaucoup. Puis en plus, Ouais. j'en ai écrit 2. L'Homme de l'ombre, qui est une enquête policière, une espèce de OK. true crime historique qui se passe à Québec en 1760, puis l'autre en 1775. Oh, Puis, cool. mais honnêtement, j'en lis pas parce que c'est mon matériau ordinaire. Ouais, Puis j'ai Ouais. envie de m'évader. je Fait que comprends. quand je lis quelque chose, je C'est comme veux le pas travail, genre, Ouais. tu relis ça encore C'est comme mieux. la double peine, Ouais. quelque part. Mais le problème, c'est que j'ai jamais l'impression que je travaille. Tu sais, les projets fleurissent sans arrêt, puis à chaque fois que je vois quelque Mhm. chose, je fais Ah, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ah, je pourrais aller là-dessus. C'est que c'est infini. Fait que si je commence à lire un roman historique, Il y a trop de projets qui vont naître. mais je serai jamais celui qui va dire, par exemple, Ah, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, je trouve que c'est chagrin de dire ça. Puis c'est des Mhm. fâcheux qui prennent plaisir à cibler les anachronismes à gauche et à droite. Mhm. Mais au contraire, moi, ce que Ouais. j'aime des romans historiques, c'est que ça te crée une ambiance puis une sensation de vivre là-dedans. Puis on n'a pas de machine à voyager dans le temps, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus près. Puis parfois même, tu peux aller plus loin. Moi, j'étais un grand fan de Game of Thrones. Mhm. Puis je disais à mes étudiants, si vous voulez comprendre le Moyen Âge, regardez Game of Thrones. Parce que tu comprends que, né petit, tu deviendras pas grand. Ça, c'est la féodalité parfaitement. Tu sais, les Lannisters, là, c'est pas du populaire. Mhm. Eux autres, ils gèrent dans leur gang, puis that's it. Fait que ces rapports de classe sont super bien faits. Fait que le rapport à la littérature, le rapport, justement, à la fiction est très fort, puis donne une puissance, tu sais, un horizon d'attente que je trouve qui est fondamental dans l'histoire, même Ouais. si j'en lis pas. Ouais, non, ben c'est correct. Parce qu'il y en avait, mettons, comme Ken Follett. Ben Moi, oui. puis on en a lu. J'imagine que tu connais. Oui, j'ai vu, en fait, Les Piliers ouais. de la Terre, ça, Ouais. je l'ai Oui, vu, c'est ça. honnêtement. Puis c'est magnifique. Ils avaient même fait une adaptation qui était très, très bonne à la Ouais. télé. Ouais, ouais. Mais lui, c'est ça, il y a des tonnes de recherchistes. Oui, c'est ça. C'est vraiment T'sais, une grosse production de C'est une recherche, entreprise, là, vraiment. Ouais. Oh oui. Beaucoup d'admiration pour lui. Puis en Ouais. plus, il y a une magnifique plume. Ouais, c'est ça. Puis toi, l'importance de justement respecter les faits historiques dans un roman historique, c'est-tu intransigeable? Non. C'est-tu... Tu peux faire ce que tu veux. Ouais? Ben oui, Ok. tu sais, c'est un terrain de jeu, l'histoire. Tu n'écris pas un livre d'histoire quand tu fais un roman. Le Quentin Tarantino, là, qui se Mhm. passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, Inglourious Bastard, Mhm. où il décide de tuer Hitler dans un cinéma. C'est pas Ouais. vrai, c'est pas grave. Ouais. Il joue avec les codes de l'histoire. Ouais. Qui a dit qu'il fallait respecter ça? Personne. C'est toi qui t'imposes le cadre que tu veux. Si ce que tu veux, c'est faire une biographie au cordeau près, puis dire jour après jour ce qui s'est passé, tu as le choix de le faire. Mais au contraire, le plaisir, c'est que l'histoire, c'est plein de zones d'ombre. On Mhm. ne sait pas pourquoi s'est passé telle chose, telle chose. Tu vas pas avoir un homme politique ou une femme politique qui va dire « J'ai décidé d'envoyer l'armée au Québec en 1970 parce que je trouvais que tous les souverainistes, il fallait les tuer. » Ils vont pas dire ça. Mhm. Mais toi, tu peux t'amuser. Ils n'ont jamais dit ça, là, en passant, que je ne me fasse pas accuser. J'imagine encore une fois. Mais là, tu peux t'amuser à le faire. Tu sais, j'aime beaucoup aussi ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire, c'est que ça, je le fais aussi avec mes étudiants. Et si? Et Ouais. si les Français avaient gagné en 1759? Oh, ben là. Et si la Révolution française ne s'était pas passée? Et si la Révolution industrielle, il n'y avait pas eu de charbon? Là, ça te force à repenser le monde. Mais repenser le monde, il faut que tu connaisses ce qui s'est passé Ouais. avant. Fait que ça te force à travailler. Puis j'aime beaucoup ça. Il y en a qui disent « Ah, ça sert à rien, c'est de Mhm. l'Uchronie. » Moi, j'ai du fun avec ça. Ouais. Puis dans les romans que tu as écrits, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des romans historiques? Et ça s'installe comment dans... Ben, ça se passe à Québec, puis c'est l'histoire. On découvre un meurtre dans la côte du Palais. Puis là, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé. C'est à l'époque du régime britannique, donc il y a des restes de Français. Puis mon personnage, on comprend pas trop qui il est, d'où il vient. On va le découvrir au deuxième roman. Et il va essayer de mener enquête, puis on va se rendre compte que c'est une gang qui a un cercle secret de franc-maçonnerie, puis de magnétiseurs qui sont en train de gérer ça. Fait que j'ai mêlé bien des affaires, mais qui Ok. sont toutes conformes, mais en faisant du collage à gauche et à droite sur Ouais. ce qui a pu se passer ou de ce que j'aurais imaginé. Puis aussi, c'est l'image que j'ai de la ville de Québec à cette époque-là, en plein hiver. Parce que, tu sais, l'avantage du roman historique, c'est qu'on ne peut pas tourner de film, ça coûte trop cher, mais le roman historique permet Ouais. tellement de se lancer là-dedans à force de détails. Là. Non, c'est vrai. Mais moi, à l'inverse, en tant que lectrice Ouais. de romans historiques, j'aime ça savoir que ça respecte vraiment ce qui s'est passé. Parce que j'aime, comme tu me dis, j'aime savoir comment les gens vivaient à cette époque-là. Ouais. Puis je veux être le plus près possible pour que ça soit le plus vrai possible. Puis que j'ai l'impression de voyager dans le temps. Fait que c'est pour ça que moi, à l'inverse de ce que tu dis, j'aimerais que ça soit vraiment comme dans le temps, dans, Mais c'est dans le difficile roman. parce qu'on ne le sait même pas. Mais Des c'est fois. sûr, ben oui, ben Tu oui. sais, on ne sait pas comment était fait le tissu que tel Mhm. personnage porte.
Je te donne juste un exemple. Je commence à écrire mon roman, puis là, je suis rendu au 4e chapitre, puis je dis à un moment donné, le personnage est dans sa cabane, puis il essaye d'allumer. Là, je fais, OK, mais avec quoi il allume? Bon, tu vois. Moi, je connaissais très bien l'ordinaire de la vie de tous les jours, mais là, Ouais. je me rendais compte que la recherche que tu dois faire pour ça, elle est excessivement petite. Tu sais. C'est de l'histoire minuscule, Mhm. mais si tu te trompes sur le détail, fait que je me dis, OK, il n'y a pas de briquet, comment il fait? OK, feu existant, mais là, ça fait 3 heures, 5, 6 heures même qu'il est parti, Ouais. il n'a plus de feu, ça ne Ouais, marche pas, il est ouais. à moins 30. Fait que comment il fait? Là, là, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de briquet qui existait avec 2 lames de métal qui frottent sur de la paille, puis là, ça repart. Mais c'est compliqué, il faut qu'il l'ait sur lui, ça. Ouais. Ben, comme pas prévu qu'il y ait un attirail de bébelles Ouais, que nous, on a. Tu sais, les bébelles qu'on a dans nos poches Ouais. aujourd'hui, là. Fais-tu l'histoire sur ce que je porte dans mes poches en Non, 2025? c'est ça. Non. C'est Et ça. pourtant, les gens qui vont écrire des romans dans 200 ans, Ouais. ils ont besoin de le savoir. Tu sais, fais juste l'histoire de ce qu'on avait sur nous au début des années 2000. Tu sais, on avait-tu un flip? On avait-tu un Nokia? Qu'est-ce qu'il y avait dans nos clés? On avait combien de clés en moyenne? Tu sais, les fameux concierges qui ont 50 clés, Ouais. là, c'est des détails, mais ça n'en sont pas, je trouve. Non, c'est ça. Puis, t'avais pas une idée d'écrire un livre sur un sujet Oui. historique? Ça me mène à me J'étais rappeler comme, quelque chose. J'espère Là. qu'il va pas me relancer. Ah oui, fais ton pitch, là. Dis-nous qu'est-ce que tu... Ben, j'avais pensé écrire une histoire à propos de la Corriveau Ben oui. et ben, un petit peu de réinventer justement l'histoire de la Corriveau, de qu'est-ce qui se serait vraiment passé. Est-ce qu'elle aurait vraiment tué son mari ou pas, ou qui l'aurait fait sinon, puis pourquoi elle aurait été accusée. Fait qu'un petit peu. Ben, j'ai les Histoire, spécialistes pour toi. Il y a Catherine Ferland et Dave Corriveau qui ont écrit un livre magnifique, publié OK. chez Septentrion. Il y a tellement d'espace pour ça. Il y a aussi un documentaire, docu-fiction qui avait été fait avec Anne Dorval à Télé-Québec, qui est magnifique. Mais c'est vrai que ça, c'est un true crime parfait, là, en Ouais, plus au c'est 18e siècle. C'est ça. Puis de replonger aussi dans l'histoire du Québec, justement, un petit peu comme toi, tes romans que tu as écrits, je trouve que c'est une période qui m'intéresse. Puis justement, redécouvrir l'histoire du Québec, je trouve ça intéressant. Donc, je sais pas si je vais réaliser ce projet-là. Ben, faut. T'as déjà ton projet de livre de Noël. Ouais, en plus, Ce sera ça après le livre de s'empile. Noël. C'est ça. Oui, ça s'empile. Puis là, on parle de livres, on parle d'histoire. Je t'avais aussi posé une question, mais c'est quand tu analyses l'histoire et tu l'étudies, est-ce qu'à un moment donné, la réalité dépasse la fiction par Oui. rapport à... Ça n'a pas de bon sens qu'il s'est passé telle chose, puis personne n'y croirait si c'était dans un scénario. Est-ce que ça t'arrive souvent? Ou... Ben, ça m'arrive souvent. Tu sais, dernièrement, on était en train de travailler sur la Révolution russe avec Vladimir Blitnikov, qui est celui qui avait écrit le scénario. Puis il raconte comment, à un moment donné, il y avait 2 chefs qui ne s'entendaient pas pour savoir les destinées de l'armée. Puis c'est un dude qui est arrivé, qu'on savait pas c'est qui a dit l'inverse aux 2 gars, puis il a foutu le bordel. Puis à cause de lui, les bolcheviks ont pris le pouvoir. Tu fais, ben Ah ouais? voyons donc. Un dude qui n'a pas rapport, qui ment aux 2, qui comprend pas ce qu'il fait, qui est visiblement, tu sais, la carrosserie tient, mais il manque des boulons. Puis il fuck la patente complètement. Puis tu fais ça. Ça, là, ça m'hallucine carrément. Ouais. J'avoue que... Parce que c'est ça, encore une fois, je reviens un peu à ce qu'on disait de... Peux-tu croire tout ce que tu lis quand tu étudies l'histoire? Puis quand tu lis des choses comme ça, ou tu étudies ces choses-là... Ben, l'histoire, c'est une représentation. Ouais. On ne travaille pas sur le passé quand on est historien, tu travailles sur les traces du passé. Ouais. Pas de traces, pas de passé. Puis quand il n'y a pas de traces, ben, c'est là que le littérateur arrive, puis il raconte, puis peu à peu, de couche sur couche sur couche, arrivent des lieux communs, des choses que l'on pense connaître, mais qui finalement ne se sont jamais passées. Puis qu'on imagine, puis on fait quelle couleur était le cheval blanc de Napoléon? Je sais pas, blanc. Ah ouais. On a toujours dit ça. Napoléon était petit, c'est faux, ça. C'est un mythe complet. Ah ouais. Puis il y en a tout plein comme ça. Tu te rends compte que on nous a donné des prêts à penser Ouais. dans nos cours d'histoire parce que c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. Puis un des éléments que j'aime beaucoup, c'est essayer de comprendre d'où vient ce que tu connais. Tu sais, ce qu'on appelle l'épistémologie. Comment ça se fait que tu connais l'histoire de la Révolution française? Qui te l'a raconté? Qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que c'est ton cours d'histoire? Ton prof, qu'est-ce qu'il avait lu pour arriver à ça? Puis tu te rends compte que finalement, en croisant, tu fais, ben non, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il y a un autre sujet que je trouvais vraiment intéressant quand je me suis mis à regarder tout ça, c'est la censure Ouais. des livres des années, mettons, 1700 puis 1800. C'était un gros système, énorme système de... Tu avais des gens qui... tu avais des auteurs qui écrivaient des livres, puis après ça, tu avais la censure royale, je pense que ça Oui, s'appelait. exact. Puis dans ma tête, la censure, dans le temps, c'était juste les gens qui... Ils pointaient un livre, ça, t'as pas le droit d'écrire ça, puis on te l'enlève. Mais non, c'était vraiment un système d'édition, de ce que je comprends de comment ça fonctionnait. Puis les auteurs, ils passaient dans... Il y avait un censeur. Fait que t'avais quelqu'un qui était choisi par la royauté, par exemple, pour
OK, toi, on va regarder si ça passe nos règles, nos codes. Si ça passe Ah pas, ouais. réécrit, puis on va te censurer. Puis ça avait l'air d'être bien perçu, bien vu. Puis c'est une grosse machine. Je sais pas si C'est intéressant. Il y a plusieurs choses dans ta question. Ce à quoi ça me fait penser, il y a un magnifique film qui s'appelle Beaumarchal l'insolent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est d'après une œuvre de Sacha Guitry. Ça a été fait il y a à peu près 25 ans peut-être, avec Fabrice Lucchini qui incarne Pierre-Augustin Carreau de Beaumarchais, qui est un auteur célèbre qui a écrit notamment Le Barbier de Séville, Le mariage de Figaro. Et à un moment donné, tu as cette scène qui est magnifique, je trouve, c'est qu'il s'en va en censure avec son manuscrit du mariage de Figaro et il le lit, et là, il a la censure devant lui qui commente en direct. c'est Et ça. lui répond. Donc ça, oui, il y a cette forme de censure-là. Censure, pourrait-on dire, royale, pour ne pas heurter le pouvoir, la religion, etc. Puis tu as l'autre censure qui, elle, n'est que religieuse, qui dit, il y a des livres qui sont areligieux, contre la religion, qui vont promouvoir une espèce de corporéité, une espèce de pornographie qui est à mettre de côté. Puis ça, c'est assez intéressant parce que quand tu vas dans les bibliothèques universitaires, ici, en Amérique du Nord, le système est tout le temps pareil. Tu sais, les H, les B, les C. Moi, si je vais à la Library of Congress, je sais que je vais aller dans la H parce que c'est là que sont tous les livres d'histoire. Ça commence par HB, HC, etc. Mais en France, ils ont un autre système. Et le système est basé sur l'ancienne Bibliothèque nationale de France. Et il y a certains livres, quand tu les commandes, les premières lettres du code de l'ouvrage, c'est enfer. Ah Parce ouais. que ces livres-là sont classés dans l'enfer. Donc, qui n'est pas permis? Les œuvres de Voltaire, par exemple, sont mises à l'index. L'index, c'est bien sûr la censure, ou du moins ce qui n'est pas permis par l'Église de lire. Il y en avait ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, il y a eu beaucoup de communautés religieuses qui avaient de magnifiques bibliothèques. Tu sais, le petit séminaire de Québec, là, dans la ville de Québec, qui étaient des prêtres qui étaient très érudits, mais qui avaient aussi leur section enfer. Tous les livres qu'il ne fallait pas lire, ils les avaient. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître l'ennemi pour savoir où l'attaquer. Ah ouais. Donc, encore aujourd'hui, il y a une espèce d'opprobre sur certains livres. Mais entre toi et moi, si tu veux être sûr de vendre un livre, dis que ce livre a été interdit tout d'un coup. Whoop, Ben oui. aux États-Unis, ça revient. On dit ces livres-là sont interdits. Ici au Québec, on veut l'acheter, on veut le lire, on veut en profiter parce que ce qu'il y a interdit, il y a un parfum oui. un parfait de transgression, puis on veut en profiter. On fait oh mon Dieu, je suis en train de faire un acte transgressif. Alors comme toi et moi, tu lis un livre, ça devrait être tout à fait normal. Il y a un Ouais. magnifique livre de Irene Vallejo, L'infinité dans un roseau, qui est sur l'invention de l'écriture à l'époque de l'Antiquité. Ça a l'air plate, ça ne l'est pas, elle en a vendu 3 millions. Puis en plus, ils viennent de l'éditer en BD, puis c'est sur l'histoire du livre, puis comment ça a été censuré à travers le temps et comment le livre a été vecteur d'ouverture. C'est fascinant. Si vous avez un livre à offrir à Noël, ou offrez la BD de Irene Vallejo, Ouais. qui est espagnole, comme son nom l'indique, là, Ouais. qui est d'une érudition sans borne. Ouais, ça a l'air intéressant. Puis, parce que je lisais aussi, puis tu avais des énormes réseaux aussi de publications clandestines. Ouais. De gens qui avaient leur presse transportable, puis ils imprimaient des livres qui n'avaient pas le droit, puis là, ils distribuaient ça. Puis, c'était très local, là, les auteurs. De ce que j'ai lu, ils pouvaient juste publier dans une librairie. Par exemple, c'était un libraire qui avait le livre. Il y en a qui imprimaient ça pour faire passer ça, soit parce que c'était censuré ou parce qu'ils voulaient en donner un peu plus. Mais tu as tout ce réseau-là qui se mettait en place. Puis c'est là que tu vois justement que la lecture, c'était important pour transmettre les idées. C'était dangereux aussi pour le pouvoir en place, ou c'était dangereux pour vrai, mais oui, c'est dangereux parce que les idées sont subversives, puis plus les gens ont des idées, plus ils sont capables de s'armer. Quand tu armes des consciences, n'importe quel pouvoir symbolique peut tomber. Et ça, on le comprenait très bien. Et pas besoin de savoir lire pour lire un livre. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, tout à fait, parce qu'il y a ce qu'on a beaucoup oublié, c'est-à-dire la lecture à l'oral. Il y a des gens qui prenaient des livres et qui s'entouraient de gens qui disaient « Je vais vous faire la lecture de tel livre ». Et tout d'un coup, t'ouvres dans un monde. On a un peu oublié ça parce que c'est Irene Vallejo qui le raconte à un moment donné. De l'Antiquité jusqu'au début du Moyen Âge, les lectures que les gens faisaient, c'était toujours à l'oral. Les gens parlaient en disant blablabla, ils lisaient le livre. Donc, dans la bibliothèque, elle essaie de s'imaginer tout le monde qui lit à haute voix comme ça. Ouais. C'est à partir du Moyen Âge que là, tout d'un coup, les gens ont commencé à lire pour eux-mêmes dans leur tête. Et ils sont créés un monde intérieur qui n'existait pas avant. Et pendant longtemps, la voix était porteur de l'écriture. C'est assez important parce que quand tu lis les auteurs antiques, tu dis c'est fait pour être lu. Avec une poésie, un rythme. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une différence d'écriture, là, que t'es comme... Ah, ça se peut. Ouais. C'est pour ça que Marcel Proust, lui, c'est fait pour être dans ta tête et non pas à l'oral. Quoi que je dis ça, mais moi, je l'ai écouté, lu par André Dussolier. Si vous cherchez un livre audio, là, La recherche du temps perdu par André Dussolier, c'est quand même 18 heures. Ah ouais. Écoute, mais tu sais, tu as des phrases à un moment donné qui prennent
4 pages, on dirait, Et c'est ça. mais ça marche. Des phrases qui finissent plus, puis t'es comme, ouais, ça s'en va où, cette histoire-là? Puis c'est très drôle, tu sais, je fais juste un peu de millage sur Proust, je sais, c'est moi qui en ai parlé, mais quand il a publié, les gens ont critiqué Proust en disant, mais ce n'est pas du français. Il fait des fautes de français à n'en plus finir. Cet auteur est inutile, il faut le laisser de côté. Alors qu'aujourd'hui, c'est le pilier doré, pourrait-on dire, de la littérature française. Tout le monde aspire à devenir Proust, à écrire comme Proust, alors qu'à l'époque, c'était de la sous-littérature. Mm. Tu sais, Mm. l'avant-garde d'aujourd'hui, c'est toujours très critiqué et ça devient le mainstream Ouais. dans le futur. Donc, il faut toujours se méfier des critiques actuelles qui pensent nous fixer le bon goût. Puis, j'ai une belle histoire aussi là-dessus, c'est qu'au début du 19e siècle, il y avait un auteur de théâtre qui s'appelait Pixénencourt. Est-ce que vous le connaissez? Non. Eh bien, à l'époque, on disait, on ne parlera plus de la langue de Molière, tellement Pixénencourt est connu, on va appeler ça la langue de Pixénencourt. OK. Et c'est pas parce que tu es célèbre dans ton époque comme l'était Mhm. Pixénencourt que tu vas passer à travers le tamis du temps. C'est quand Ouais. même une petite pointe d'humilité pour nous Ouais. tous. Non, c'est ça. Puis est-ce que tu en as des livres de plus de littérature qui t'ont marqué ou que tu as à partager? Je pense que tu en avais listé quelques-uns. Oui, là. je l'ai listé quelques-uns. C'est vraiment par ponction. Un des livres qui m'a vraiment marqué, c'est Les Mille et une nuits. Ça, j'ai Ok. vraiment Ouais. pogné quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Je l'ai pas lu, Non. non. C'est magnifique. En plus, ça part d'une histoire misogyne à n'en plus finir, là. C'est 2 califes dont il y en a un qui veut marier une femme tous les soirs et le lendemain là-dessus. Jusqu'à ce qu'elle arrive chez Arazad, puis elle a dit « Moi, l'avoir, moi. » Fait qu'elle se marie avec ce gars-là, puis elle commence à raconter une histoire, mais elle garde le punch pour le lendemain matin. Fait qu'il dit « Bon, ben, je te tuerai pas. » Fait que le lendemain matin, elle finit l'histoire, puis elle repart une autre histoire, mais elle arrive, elle raconte pas le punch. Puis elle va le tenir comme ça pendant 1001 nuits, et c'est une œuvre collective. Les 1001 nuits, c'est là-dedans qu'on voit Simbad le marin, Ali Baba, Aladdin, tout ça. Puis Ok. honnêtement, si vous avez une saga à lire, là, c'est tellement beau. Il y a une traduction qui a été faite au 18e siècle, c'est pour ça que j'ai trippé sur les 1000 nuits, parce que je suis 18e, par Antoine Galland. C'est un Français qui est parti pour s'intéresser à la culture arabe et qui a ramené ça en Occident. Et à partir de ce moment-là, au 18e siècle, tout le monde était basé sur l'Occident, l'orientalisme. Il y a eu un appel de ça. Puis ça nous permet de comprendre aussi la culture arabe qui est d'une magnificence absolue là-dedans. Ouais, j'avais déjà entendu. Ben, il faudrait que. Ouais, je vais le mettre sur ma liste, là. Je Ça vaut pense. la peine, vraiment. Ouais. Clairement, mais non, j'en ai pas lu tu sais, des œuvres vraiment. Moi, en tout cas, je vais parler pour nous, on est beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Ah, Tu sais, ben j'ai les vu, livres. en arrivant, vous étiez à changer un livre en Ouais, anglais. c'est ça, on est très là-dedans. Puis on veut, je pense, en tout cas moi, tu sais, lire plus de livres québécois, lire plus de livres qui viennent d'ailleurs, mais on dirait que des fois, c'est. Attends, j'en ai pas. Ouais, ben vas-y. Je l'ai vu tantôt ici, là. Fanny Britt, Les Sucres. Il était là, c'est pas de ma faute. Fanny Britt, c'est une auteure québécoise, montréalaise, qui a une plume d'une finesse et d'une intelligence. Tu sais, elle a une capacité à mettre en scène des personnages. Elle a écrit des essais aussi chez Atelier 10. C'est Ok. une des auteurs, selon moi, qui va marquer. Son dernier livre, qui est un livre pour ados, s'appelle Bonjour mon cœur, qui raconte un peu comment une crise d'anxiété vécue par un ado, c'est magnifique. Mhm. Ma fille l'a lu, elle a capoté. Mais ça, vraiment, là, en termes d'auteurs québécois, commençons par Fanny Brett, puis après ça, le monde Ouais. ne sera que meilleur. Parce qu'on est beaucoup dans la fiction fantastique aussi. Puis on dirait qu'au Québec, il y a un peu moins ça. Je sais, peut-être parce que Ouais. on n'a pas assez cherché, peut-être parce qu'on, je sais pas. Mais on dirait qu'il y a un peu moins ça. C'est un peu moins le branding ou l'offre sur le marché québécois. Mais clairement, c'est sûr qu'il y a plein de pépites à trouver comme ça. Puis on a parlé justement avec Marie-Lou Etier dernièrement qui sort un livre Romantasy, parce que la romance dans les livres aujourd'hui, Ouais. c'est. On en parle beaucoup, là, mais c'est très, très populaire. Puis elle en écrit un au Québec. Puis c'est pas. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est ça que je dis. Fait qu'il y a peut-être Ouais. quelque chose qui va changer, mais on dirait qu'on est beaucoup dans le contemporain, moins dans le fantastique. Puis dans. Mais je comprends, on vient tous de quelque part. Puis ce qui est affreux, c'est de vouloir se nier soi-même. Moi, j'ai été élevé selon l'idée qu'il n'y a de bon que les classiques. Puis Mhm. honnêtement, je m'en suis défait depuis. Parce que je trippe à lire du Molière, du Corneille. Ça, je veux dire, ça t'a quand même Racine. servi Oui, ça d'une m'a certaine servi. façon. Ouais. Puis ça a été une porte d'entrée vers Ouais. quelque chose pour moi. Mais honnêtement, entre Molière ou du Fanny Britt, ça me parle beaucoup C'est plus. proche de toi, là, c'est sûr. Oui, puis c'est ce que tu as envie. Tu as envie de gens qui sont capables de magnifier ton quotidien. Puis c'est ça qui est intéressant dans la littérature. Tu sais, ma blonde disait souvent, c'est que
Tu lis, par exemple, du Dany Laferrière, puis il va dire mieux que toi ce que tu essaies de dire ou ce que tu vis. Mhm. Puis c'est ça la puissance de gens. Tu sais, je prends quelqu'un comme Kev Lambert, qui a une des plus belles plumes du Québec et de loin. Il a une manière de raconter, il a une manière de raconter qui est hallucinante. Vraiment, je touche du bois, mais dans ma tête, il va rester un des plus grands auteurs du Québec dans les prochaines années. Vraiment, là. Je ne sais pas si vous Ouais. avez eu l'occasion, Non, pas encore. Querelle de Roberval Là, je prends ou des Les Sentiers notes de depuis neige. tantôt. Ah ouais, on va réécouter l'épisode, puis on va tout noter, tout mettre aussi dans les notes de l'épisode. Ouais. Ah, pour les Sentier de gens. neige, je pense que je l'ai lu, celui-là. Vraiment Ouais, magnifique. Faudrait Je vais vérifier. que je regarde dans ma, Ah oui, dans là, ma il faudrait bibliothèque. qu'on se fasse mais- un épisode spécial livre québécois. Ouais. Tu vois, récemment, j'ai acheté du Marie-Christine Chartier. Je sais pas si Oui, tu connais. oui, je l'ai lu, Oasis. Ouais, ben tu vois, là, je m'en suis pris 2. J'ai été la voir. Elle avait une conférence à Chambly où Ouais, j'étais ouais. proche. Fait que j'ai été la voir pour y parler un peu de ses livres que je voulais lire. Parce que c'est ça, je veux commencer à découvrir un peu plus de littérature québécoise, mais c'est ça. C'est que le style qu'on lit, on dirait qu'il y en a un peu moins sur le marché ici, mais des fois, quand même, tu peux quand même trouver des choses intéressantes. Mais c'est le fun de se décentrer. Oui, tu sais. c'est ça. À un moment donné, moi, dernièrement, j'avais envie de quelque chose de bien intense, puis tout le monde me parlait de Dostoïevski, tu vas triper là-dessus. J'ai fait, hey, 1200 pages, accroche-toi. Mais C'est ça. je me suis lancé dans les frères Karamazov et honnêtement, c'est capotant. Il a une connaissance de l'âme humaine dans les tréfonds, la lourdeur, la négligence, le côté dégueulasse. Tu sais, ce qui est impressionnant, c'est le monde intérieur qu'ont ces gens-là pour être capables de faire naître des choses que tu as en toi, mais que tu ne suspectes pas, que tu n'arrives pas à nommer. Puis c'est ça l'intérêt de la littérature, c'est que ça t'élève vers quelque chose, puis tu fais mon Dieu, ma vie en est plus grande parce que cette personne existe, parce que cette personne a nommé des Ouais. choses. Puis quand tu nommes les choses, on dirait que ta vie s'en porte mieux. Puis c'est ça, pour moi, l'intérêt de la littérature premier. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça permet de faire véhiculer beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Puis, la petite parenthèse, je ne peux pas ne pas faire l'épisode sans t'en parler, mais tu as participé à un jeu vidéo, Assassin's Ouais. Creed. Quand même un gros jeu, une Ah grosse ouais. licence. Ouais. Tu as été consultant, c'est ça, si je me Oui, trompe consultant pas? historique sur Assassin's Creed Unity. Puis c'est quoi ta vision des jeux vidéo? Plus du média qui transmet des idées. Là, on parle beaucoup de livres, puis ça, mais l'évolution du média pour transmettre l'histoire, parce que, OK, est-ce qu'on va toujours enseigner l'histoire ou l'apprendre à travers des livres Non. plus scolaires? Est-ce que le média doit évoluer? Tu sais, un peu Tout autour doit de ça, évoluer. ouais. De toute façon, on utilise des vidéos, des podcasts. Ouais. Tout média devient une forme d'apprentissage. C'est qu'on a l'impression que le livre, c'est l'élément par excellence. Quand on voit un enfant lire, on se dit « Ah, mon Dieu, j'ai réussi ma vie. Mon fils, ma fille lit. » Puis pourtant, ils peuvent regarder une vidéo puis imbiber des choses qui peuvent être marquées par ça beaucoup plus que par un livre. Puis on se rend compte qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter des livres audio parce que je fais souvent de la route. Puis c'est ça, je me suis tapé toute la recherche du temps perdu comme ça. Puis à un moment donné, tu fais « Wow, il y a quelque chose là-dedans. Ouais. Mais pour revenir à ta question sur Assassin's Creed Unity, c'est que j'ai été consultant historique pour le jeu qui se passe pendant la Révolution française. Puis moi, comme j'ai travaillé dans ma thèse sur la ville, la physionomie, ils m'ont demandé de voir est-ce que c'est conforme à la réalité. Donc, je leur ai fait des conférences, plusieurs en anglais, parce que la majorité des développeurs l'étaient, sur comment la ville était constituée, comment les gens bougeaient dans la ville, qu'est-ce qu'ils portaient, comment leur corps était marqué. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on a le corps qui est souvent marqué par notre téléphone, Ouais. qu'on regarde comme ça. À l'époque, c'est souvent, tu avais un gros poids que tu portais, tu avais ce qu'on appelait les cris de Paris, des gens qui se promenaient puis qui criaient en disant artichaut à vendre ou café à vendre. Fait que ce paysage sonore, il existe. Quelles étaient les chansons? Quelles étaient les affiches? À quoi ressemblaient les bâtiments? Qu'est-ce qu'il y avait dans les bâtiments? Est-ce que c'était fait en bois, en pierre? Donc, je suis sorti plein d'élévations d'archives pour qu'ils constituent, comme ils le peuvent, le Paris. Et ce qui est assez, que j'allais dire, un retour de fortune assez particulier, ils ont reconstitué la basilique Notre-Dame à une échelle de 1/1. Exactement pareil. Pareil. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques années plus tard? Ah, ça. Ah, Elle ça a a brûlé. brûlé. Et quand elle a brûlé, Ubisoft a dit on va vous rendre tout ce qu'on a fait gratuitement Ah pour ouais. que tout le monde puisse se promener dans la basilique Notre-Dame, la cathédrale, excusez-moi, Oui. question que vous puissiez en profiter. Donc, tu te rends compte que finalement, le jeu vidéo, là, il va encore avoir des fâchons en disant oui, mais c'est pas comme ça qu'elle a été construite à l'époque. C'est Viollet-le-Duc qui est arrivé au 19e siècle. Oui, je sais, mais toutes les formes de représentation, au moins, ça existe. Puis, tu sais, quelqu'un qui va s'intéresser par l'histoire en jouant à un jeu vidéo, tant mieux.
Il n'y a pas de bonne voie d'accès. Moi, j'ai commencé à triper sur la Renaissance italienne à cause des Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais. Ben oui, parce qu'il s'appelle Ouais. Raphaël Ah oui, c'est Donatello. quoi le lien? Ben oui, c'est les maîtres de la Renaissance. Puis t'as Splinter, le rat radioactif, qui tombe sur un livre de la Renaissance dans les égouts de New York. Tu fais, hey, c'est far-fetch, mais quand même, il n'y a pas de bon ou de mauvaise voie d'accès. Je suis en train de sonner comme Astérix. Je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvaise situation. Je crois que les gens qu'on rencontre, non, je ne veux pas aller là. Mais je crois vraiment au fait qu'il n'y a pas de voie royale pour s'intéresser à l'histoire. On me dit, tu connais des dates, tu connais les grands événements. Non, non. Puis souvent, je me trompe là-dedans. Puis c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Comment les gens vivaient, qu'est-ce qui se passe. Puis donner une impression de vie du passé. Ben oui. Ça, je pense que la mission est accomplie quand... Puis tu as envie d'en savoir plus. Tu disais tout à l'heure, moi, quand je lis un livre d'histoire, j'ai envie de voir, est-ce que c'est vrai? Ouais. Fait que toi, tu es celle qui va aller sur Wikipédia, lire, regarder. Toi, tu es la lectrice parfaite, là. Mais il y a des gens, c'est pas comme ça. Fait que comment tu fais pour susciter la curiosité à des gens qui n'ont pas une propension à aller vers ça? Tu sais, c'est facile de parler à des convaincus. Prêcher vers des convaincus, vous toujours dire, t'es parfait, change C'est ça. rien. Mais quand tu arrives dans des cours, comme des fois je le fais, puis je demande à mes étudiants, il y en a combien qui s'intéressent à l'histoire? Sur 30, il y en a 2. Je fais, OK. Game on. C'est un défi. Puis tu fais comment je les intéresse à Ouais. ça? Puis là, ils vont dire, ça sert à rien. C'est vrai. Parce qu'entre toi puis moi, là, il n'y a pas d'usine d'historiens qui va ouvrir ou d'historiennes à gauche et à droite. L'histoire, ça ne te sert pas à finir tes fins de mois. Mais entre toi puis moi, il y a ce que j'appelle, puis ça, c'est Marcel Aimé qui en parle, dans un très beau livre qui s'appelle Le confort intellectuel. Le confort intellectuel, c'est qu'à un moment donné, quand tu lis quelque chose, quand tu comprends le monde, quand tu as l'impression que tout se connecte, puis tu as les 2 pieds bien plantés dans le socle, puis tu dis, voici le monde auquel j'appartiens, et je le comprends parce que je le ressens dans ma chair. Je pense que la littérature te le permet, l'histoire te le permet, la musique te le permet, tout ce qui fait que la création humaine magnifie par la fulgurance de notre créativité, bien là, je pense qu'on est dans le monde, puis ça vaut la peine d'être vécu. Parce que ça, tu sais, tu dis, les gens sont déprimés, ils sont anxieux. Or, lisez. Écoutez de la musique, mais pas de la musique facile. Plongez. Essayez des choses plus compliquées. Essayez du Dostoïevski. Essayez. C'est ça. Au pire, tu le lâches. Tu sais, c'est Daniel Ouais. Pénac qui parlait des droits du lecteur. Tu as le droit de l'arrêter à un moment donné. Je fais, ça me fait chier. Puis c'est bien correct. Mais essaye-le. Ouais. Essaye Proust. Moi, j'ai essayé Proust au cégep à un moment donné, puis j'ai fait, je sais pas de quoi il me parle. Parce que le gars parlait de la nostalgie de l'enfance, comme de quelque chose qui était parti. On a toute cette image de Marcel Proust, la fameuse Madeleine de Proust. Quand il prend sa Madeleine, il la trempe dans son thé et il la porte à sa bouche. Et là, tout d'un coup, le gâteau à peine humecté du thé touche la langue. Toute son enfance lui revient. Moi, j'étais comme encore dans l'enfance. Je fais, je comprends pas de quoi tu parles. Mais tu sais, une nostalgie, c'est se souvenir de quelque chose avec de côté délicieux, mais en même temps, comme des espérances perdues. Toutes les espérances de ton enfance que tu croyais advenir, qui ne sont pas advenues, puis tu te rends compte à l'aune de ta vie que c'était une belle période. Puis pourtant, ça restait une période quand même très traumatique, très difficile. Puis nous-mêmes, quand on regarde les enfants, on fait « Ouf, t'es dans la meilleure période de ta vie ». Mais pour eux, leurs drames sont énormes. Ouais. Et c'est ça, tu sais, cette espèce de rapport double du regard, parce que ça, ben, là, t'as compris, c'est un autre de mes grands textes, là, La recherche du temps perdu là, de Proust. Mais je pense qu'il y a des textes que tu peux lire seulement une certaine période de ta vie, puis qui se rechargent aussi. Plus tu les lis, plus... Plus tu comprends des trucs, puis plus ça va venir te chercher. Mais ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je m'étais noté de relire les classiques qu'on m'avait fait étudier à l'école parce que je me demande si je vais pas les apprécier différemment. Ouais. Dans le sens où on te force à les lire, t'as peut-être pas envie de lire ça, oh c'est compliqué, les figures de style, il fallait que j'apprenne ça, ça, ça et ça. Mais si je les relisais maintenant, en tant que quelqu'un qui aime la lecture, j'aimerais ça l'exercice de C'est vrai, retester des quand classiques tu obliges de les gens à faire l'école. quelque chose, c'est sûr que ça va pas se passer. C'est comme un ado. là. Oui, mais Ben tu sais, oui. les fables de La Fontaine aussi. Puis pour ça, je pense que le spectacle que Fabrice Lucchini faisait, où il faisait des fables de La Fontaine, moi, j'ai eu mon coup de sang, en fait. Écoute, j'étais au milieu des années 90, puis j'étais à la maîtrise à Paris, puis je vois cet acteur, Fabrice Lucchini, qui fait un show. Je vais y aller. Je le connaissais un petit peu, mais il n'avait pas fait encore les grands films. Puis là, il lit des textes de Victor Hugo, de Céline, de Baudelaire, de Rictus, puis je fais, OK, qu'est-ce que ça va être? Il arrive en scène, il n'y a rien, il y a une chaise. Puis il lit les textes. Puis ces textes-là, tu sais, à un moment donné, c'est Victor Hugo, brave, genre, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut partir d'un mot qu'en passant vous perdiez. Je l'ai appris maintenant. Puis là, il fait tout le texte. Ouais. Puis tu te rends compte que juste le texte est tellement puissant, mais on me l'avait jamais raconté, on me l'a pas dit. Le lire et se le faire dire. Tu
sais, de la même manière, comment ça se fait qu'on arrête de lire des histoires à nos enfants? Puis moi, à un moment donné, je me souviens, avec mon cousin, on était en France, puis il tripait sur Dizzy Gillespie, qui est un jazzman, puis il lisait sa biographie, puis on n'avait rien. Moi, j'avais pas de livre, puis on n'avait pas de téléphone à l'époque, là. Puis il a commencé à me lire 4 chapitres. Puis tout d'un coup, tu commences à imaginer avec la voix d'une personne, Mhm. puis je trouve que c'est très fort, puis qu'on devrait se Mhm. rappeler, se le refaire, même entre amoureuses. Ouais. Lis-moi un Moi, texte. je suis d'accord. J'ai souvent eu envie de lire à mon chum ou même à ma soeur. J'étais comme, ah, ça te tente-tu que je te lise? Mais c'est fédérateur, je trouve. Mais oui. Ouais, Ouais. ben oui, mais à Ouais, chaque ouais. fois, on me dit, ah non, tu sais, parce qu'on n'est pas habitué, Non, c'est oui. bizarre. Est-ce que je vais embarquer autant dans l'histoire si tu me le lis? Les premières pages sont toujours un peu fréquentes parce Ouais. que tu fais qu'est-ce qui se passe? Oui, attends, il faut que. T'as un flashback de toi à l'école quand la prof disait qu'il fallait que tu Ah, lises, ouais. là, puis là, Là, tu Ouais. bégayes. ouais, c'est ça. Oui, mais en même temps, c'est que tu cimentes quelque chose de très fort aussi. Je pense que avoir des lectures publiques, tu sais, par exemple, Mhm. telle personne qui lit tel roman en bibliothèque, Mhm. pourquoi on ne l'organise pas? Ouais. Tu sais, asseyons-nous face au monde qui va tellement vite. On lit un roman en gang, puis c'est une personne qui nous Ouais. lit, puis vous pouvez vous coucher, puis c'est correct. C'est vrai que ça doit être une Ouais. activité vraiment cool. Mais dans l'Antiquité, c'est ce qui se passait avec Ouais. les mythes. Moi, je suis beaucoup dans la mythologie, Exact. donc sur les mythes, la création, etc. Puis au début, ce n'était pas écrit, en fait. Tout le monde était fédéré sur la place, puis dans l'amphithéâtre, et ils écoutaient l'histoire. Ils se passaient de ville en ville, et l'histoire changeait en fonction du Ouais. public, en fonction des réactions. Donc c'est fou aussi de savoir ce qu'on a pris pour acquis comme un mythe, la mythologie, qu'elle soit grecque, romaine, égyptienne. C'était une tradition orale, Mhm. un divertissement, en fait, plus qu'une histoire. Ouais. Ben, comme les contes qui sont les nôtres Oui. ici. La chasse-galerie, par exemple, c'est un conte qui se faisait oralement, que Honoré Beaugrand a mis par écrit à la fin du 19e siècle. Honoré Beaugrand, qui était aussi le maire de Montréal à l'époque. Puis ces contes-là, il y a plein de versions. Simplement, on a mis par écrit une version. On peut penser au Petit Chaperon Rouge ou encore à Blanche-Neige. Il y a plein de versions, les Trois Petits Cochons. Dans plusieurs versions, là, Trois Petits Cochons, ils se font bouffer les trois. Hein. Ouais. C'est Disney qui a changé. La pantoufle de verre Mhm. de Cendrillon, c'était V-A-I-R-E. C'est une fourrure qui est un Mhm. symbole Mhm. sexuel très évident que Disney a remplacé V-E-R-R-E. Puis tu te rends compte que j'avais lu un livre à un moment donné, ça s'appelle La clé des contes. Je me souviens plus de l'autrice. Et elle racontait justement toute cette version-là. Puis tu te rends compte à quel point Ouais. Disney nous a édulcoré. Ben oui. C'est Ce comme qui avec était- Pinocchio, je pense aussi. Ah là. oui. Pinocchio, c'était un. ça en C'est était un. traumatisant quand même, Mhm. Pinocchio, là. Ouais. Moi, ça m'avait marqué. Là, quand ils passent dans la rivière puis ils deviennent toutes des ânes, là. J'avais Moi, pas c'était aimé quand il se ça. fait manger par la baleine, mais pas aussi. Oui. Ouais. Mais en même temps, il C'est faut en vrai. passer par là. C'est une manière de Ouais. dire aux enfants, la vie est tough. Ouais, Vous rentrez dedans, puis Ouais. elle va vous puncher. Puis quand vous pensez que Ouais. vous avez touché le fond, ben ça continue à creuser encore. Mm. Fait que, tu sais, ces contes-là, c'était une manière de dire aux enfants, si tu traverses la rue, là, il y a un ogre qui va te manger. Puis l'ogre, c'est un pédophile. Mhm. Puis c'était ça qu'il y avait derrière ce qu'on Mhm. disait. Aujourd'hui, Disney fait comme non, 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 tout finit bien. Bon, oui, il y a des parents qui meurent, mais ça va bien aller. Vous allez voir, vous allez trouver l'amour, puis ça va être le fun, il va y avoir un mariage. Puis, alors que, moi, tu vois, à ça, puis là, je dévie par rapport à la Non, non. lecture. J'aime beaucoup, moi, j'ai éduqué mes enfants avec du studio Ghibli, du Hayao Oui, Miyazaki. Ouais. C'est du Totoro, du Princesse Mononoke, du Kiki la petite sorcière, où est-ce que des fois, il se passe rien, puis c'est correct. Tu sais, Totoro, c'est l'histoire d'un prof d'université, je me suis beaucoup associé à ça, qui est tout seul avec ses 2 enfants, un des 2, puis il arrive dans une nouvelle maison, puis il travaille beaucoup. Fait que moi, ça, c'est pas mon cas. Mais les enfants sont tout seuls, puis ils commencent à se créer un monde. Puis là, il y a un personnage de la forêt qui arrive, tu sais pas pourquoi, puis c'est correct. Puis il commence à interagir avec lui. Puis il y a une petite fille qui se perd, on la cherche, on la retrouve, puis ça se termine comme ça. Mais il y a tellement un monde, une richesse, puis tu n'as pas besoin d'avoir de mort, tu n'as pas besoin d'avoir de Bible bien intense du point de vue des personnages. C'est juste la vie, Aziz, avec une poésie très simple. Mhm. Puis ça, si vous ne connaissez pas les Miyazaki, il faut Mais ça, tirer je là-dedans. pense qu'il y en pieds a joints. sur Netflix. Je Oui, pense qu'ils sont tout à fait. disponibles. C'est lequel que j'avais commencé? Je n'avais commencé un et je veux le continuer, mais j'avais déjà entendu, parce que c'est pour ça que ça Ouais. me dit quelque chose. Ben, j'ai fait sur ma chaîne les interprétations historiques Ah de ouais? ces Ok. films-là, tellement je suis Ah, ben, je vais aller voir ça. C'est ça. Mais justement, par rapport à ta chaîne YouTube, tu sais, tu fais quand même un très bon travail de vulgarisation. Puis c'est quoi un peu ton système pour écrire tes textes? Tu te prépares, t'écris ça à l'avance? Comment ça fonctionne un peu au niveau C'est de tes tout vidéos? écrit à l'avance. Oui, oui. Puis là, tu sais,
Ça peut être des grosses vidéos, là, comme sur la, je pense, Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? C'est 2 heures? Non, C'est c'est la 7 Révolution. heures. Ah, 7 7 heures, heures. Puis la la Seconde Révolution Guerre mondiale. française, C'est 3 heures. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, je l'ai fait sur 2 ans et demi, puis c'était Ouais. 13 épisodes que j'ai ramassés d'un coup. Mais ça peut être très long. Tu sais, celle qu'on a faite dernièrement, je dis on parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais c'est pas Ouais. moi qui l'ai montée. C'est pas moi qui ai fait la conception sonore, c'est pas moi qui ai fait les animations. C'est une vidéo sur toute l'histoire du Québec en 40 minutes. Mhm. Donc, de la Pangée jusqu'à la COVID-19 en 40 minutes. Pour être sûr qu'il y ait le lien direct. Puis ça, là, tu sais, au départ, je me suis dit, hey, je vais le faire en 5 minutes. Toute l'histoire du Québec en 5 5 minutes. minutes? Puis j'ai fait, ça sera pas possible. C'est devenu 10 minutes, c'est devenu 15, 20. Puis là, un moment donné, quand je l'ai enregistré, la vidéo, j'ai enregistré le moment où j'ai dit, on va faire toute l'histoire du Québec en. Je me suis fait une pause, puis j'ai enregistré systématiquement 20, 30, 40, 50, 60, Ah ouais. tu sais, Pour pour dire, prendre le on bon, ça verra va arriver. où ça va arriver, parce qu'on a inséré aussi des images d'archives, des vidéos, etc. Puis ça a changé beaucoup le volume, puis je pense qu'on a fait 18 versions Ah de ouais. cette vidéo-là. Puis Ouais. honnêtement, ça, c'était celle qui m'a demandé le plus, mais elle a super bien marché. Je pense qu'elle arrive à 800 000 en un Ouais. mois. Puis il y a beaucoup d'immigrants qui m'ont écrit pour me dire, je la connaissais un petit peu, mais j'avais pas le fil comme tel. Mhm. Il y a beaucoup de profs qui m'ont écrit pour dire c'est exactement ce qu'il nous fallait pour nos cours, secondaire 3 à 4. Puis il y a des gens qui disaient, hey, moi, j'avais l'impression que je connaissais, mais finalement, c'est plus complexe que ce que je pensais. Puis surtout, quand j'arrive au 20e siècle, je parle de l'importance de la culture avec la télévision, les humoristes, avec le cinéma, puis toute la richesse de la culture québécoise. Puis c'est une manière aussi de dire, soyons fiers de cette culture-là, de cette histoire-là, qui n'est pas une histoire où on a été oppressé, qui n'est pas une histoire où c'est juste du désagrément, c'est une histoire qui nous élève aussi Mhm. pour comprendre le monde dans lequel on est. Mais pour répondre à ta question, il y a des vidéos, en moyenne, c'est 1 mois par vidéo de travail. Ouais, Donc quand souvent, même. c'est Quand même, ouais. c'est du travail qui est fait à la chaîne. Quand je dis à la chaîne, c'est qu'on écrit. J'ai des gens qui écrivent pour moi. Moi, j'en écris aussi de mon côté. Puis une fois que l'écriture est faite, je fais la script édition de tout ça. Je monte le studio chez nous. Ça me prend 1 heure et demie à monter le studio. Puis quand le studio est monté, là, je tourne à la chaîne, donc toute la journée. C'est la vidéo sur 7 fois 1 heure de la Seconde Guerre mondiale. J'ai tourné ça en 3 jours. Le studio est resté pendant Mhm. 3 jours chez nous. Puis là, je faisais play. Mais il n'y a personne derrière la caméra. Il n'y a personne derrière le son. Fait que si je m'accroche, il n'y a personne pour me dire refais-la. Ouais. Fait que là, j'écoute, je fais comme ah, Je vais enregistrer. il faut que je fasse du pick-up. Ouais. Fait que ça, c'est un petit peu difficile. Je suis comme autonome, Ouais. mais en même temps, l'autonomie, je la paye aussi de quelque part. Puis une fois que là, c'est monté, je fais du montage à la chaîne, puis là, je Mhm. prépare. Tu vois, là, j'ai jusque début janvier, toutes les vidéos sont prêtes. Je peux te dire c'est quoi qui suit. Puis après ça, je vais faire la seconde partie jusqu'à avril-mai, puis après ça, je prends une pause pour revenir Ouais. en septembre, OK, pour quand pas même. faire trop. Mais c'est comme une émission de télé, Ouais. finalement, là. C'est comme ça que c'est conçu. Puis des fois, c'est que c'est des gens qui écrivent pour moi qui me disent hey, j'aimerais ça faire une vidéo là-dessus. Go! Vas-y, si ça te fait Mhm. triper, moi j'ai envie. Mhm. Puis je sais qu'il y a des vidéos qui vont pas marcher, mais c'est pas grave. J'ai envie qu'elles existent. Ben oui. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur les filles du roi, ça a bien marché. Une autre sur la revanche des berceaux, ça vous dit peut-être rien. Non, C'est- À la fin du 19e siècle, on a souvent dit que les Québécois ont réussi à se maintenir parce que les femmes ont commencé à faire massivement des enfants. C'est un mythe. Mais tu sais, la Ok. vidéo a fait peut-être 30 000 vues, c'est pas énorme Mhm. par rapport à la chaîne, mais au moins, faut qu'elle existe. Fait qu'il y a des affaires comme ça que j'ai envie de faire qui n'ont pas nécessité une portée. Je sais que ça va pas être mainstream, mais je m'en fous. Mhm. Puis Mais tu sais pour- pas, parce que peut-être aussi dans quelques années ou quelques mois, un année, ça peut intéresser quelqu'un, puis là, ça part de là. Tu sais. Oui. Ah, il y a des vidéos qui constamment reviennent. Puis là, bon, toi, tu le fais beaucoup aussi sur ta chaîne à côté, Oui. sur l'accent. Moi, Ouais. j'ai fait une vidéo complète sur d'où vient l'accent québécois. T'as pas écrit un livre aussi là-dessus? Oui, dans un de mes livres, j'ai toute une section sur la langue, les accents, les expressions, etc. Mais toi aussi, tu le fais super bien. Merci. Puis les gens, ça les intéresse. Puis tu sais, Vraiment. d'où Ouais. viennent les expressions, comment on parle comme ça. Puis là, dernièrement, j'ai commencé une série sur la toponymie. Ça veut dire toponymie, c'est comme pourquoi Montréal s'appelle Montréal, pourquoi Ouais. Québec s'appelle Québec, pourquoi le Canada s'appelle le Canada, pourquoi Gatineau s'appelle Gatineau. Donc, tu te rends compte que finalement, le monde dans lequel tu vis, tu le prenais pour acquis, puis tu fais hey, c'est vrai, Ça pourquoi vient de quelque part, là. C'est vrai. Il y a des Tu fais- réflexions, puis ça a changé en Ouais. cours de route. Puis... C'est qui ce gars-là? Pourquoi on change Ouais. des noms de rue? Tu sais, c'est que Ouais. tu te rends compte que le monde dans lequel tu es est tapissé par un préconstruit historique auquel tu n'as pas réfléchi. Ouais. Puis de comprendre l'histoire, ça te permet de te rendre compte que ça peut changer. Tu sais, tu avais mis dans les plans, tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu penses de Yuval Oui, Harari? oui. Je l'adore. Sapiens, là. Ouais. Puis il y a une formule là-dedans que j'aime beaucoup, c'est quand il parle du gazon. Ouais. Il Moi, dit, je bon, l'aime ben, aussi, celle-là. Il dit ouais. le gazon, il dit c'est l'exemple par excellence que l'histoire, c'est une construction sociale. Parce que devant, moi je viens de Sainte-Foy, puis devant chez mes parents,
il y avait du gazon. Puis pourquoi il y a du gazon devant les maisons au Mhm. Québec? Ça sert à rien. C'est juste fait pour être beau. Puis il explique que c'était les propriétaires terriens à l'époque médiévale qui avaient tellement de terre, qui étaient tellement riches que c'était un message social pour envoyer. J'ai tellement d'argent que je prends un terrain, Mhm. puis je fais une plante qui sert à Mhm. rien. Fait que c'est comme une manière symbolique Je de paye dire du monde pour l'entretenir. exactement. Puis là, aujourd'hui, on reproduit ça. Fait que tu sais, le symbole du voisin gonflable, j'ai de l'argent. Fait que Ouais. maintenant que tu le sais, tu fais décaler ça, tu fais un potager. Surtout que ça prend de l'eau. On Ouais. n'a pas besoin de ça. Ah ouais. Mais bon, aujourd'hui, c'est qu'il y a des lois qui empêchent de déconstruire, de ne pas avoir du gazon. Il y Mhm. a du monde qui avait essayé de faire des potagers, la ville les a interdits, leur a donné des amendes. Mais tu fais, on n'a pas besoin. Ça Ouais. sert à rien. Fait que l'histoire, ça sert, oui, à comprendre le passé, mais sans défaire. Puis de se rendre compte que finalement, on peut décalisser ça. L'autre exemple que j'aime beaucoup, puis là, je termine avec mes exemples, c'était l'histoire à Noël d'une famille qui faisait un rôti de bœuf, puis la mère dit, tu l'as déjà Je la entendu, connais, celle-là, ouais. puis elle dit, faut que tu coupes le rôti de bœuf, parce que c'est sa fille qui cuisine. Elle dit, faut que tu coupes le rôti de bœuf. Mais elle dit, pourquoi il faut couper le rôti de bœuf? Ben, elle dit, je sais pas, c'est ma mère à moi, donc c'est sa grand-mère à elle qui le faisait. Elle va voir la grand-mère qui était là. Elle dit, pourquoi tu coupais le rôti de bœuf? Ben, elle dit, je sais pas, c'est ma mère à moi qui le faisait. L'arrière-grand-mère, puis elle était encore en vie. Fait qu'il dit, pourquoi tu coupais le rôti de bœuf? Ben, parce que le four était plus petit. Fait qu'on n'avait pas le Ah. choix de le rentrer dedans. Fait que ce qui était pour des raisons pratiques est devenu Ouais. du symbolique. Mhm. Puis, faut pas que tu fasses autrement, sinon ça sera pas bon. Ouais. Fait que c'est là que ça te permet de dire, fais ce que tu veux, parce que connaître l'histoire, tu t'enlèves des préjugés imposés. Tu sais, c'est Ouais. du peer pressure, comme on Ouais. dit, des anciens, C'est l'histoire vrai. des fois. Ouais, c'est vrai. Le Une monde drôle de mort là, façon qui de vient voir nous ça. hanter avec leur façon de faire. Avec leur là. rôti de porc coupé, là. Fait que c'est à va ça que ça faire- sert de connaître Ouais. l'histoire aussi, de Ah s'en ouais. défaire. Non, c'est intéressant. Puis là, il nous reste plus beaucoup de temps. Ouais, je vois ça. As-tu une ou deux anecdotes historiques que tu aimes particulièrement ou qui t'ont marqué? Celle que j'aime, c'est celle de Napoléon Bonaparte. Quand j'étais jeune, j'ai comme eu un trip Napoléon, puis j'avais lu la biographie d'André Castello. J'avais trouvé ça capotant. Puis il y a une anecdote là-dedans. Il m'avait dit, eh mon Dieu, on n'est pas pareil. Napoléon est en Égypte, pas en Égypte, en Italie, et il se prépare à revenir à Paris. Sa maîtresse qui va devenir sa femme s'appelle Joséphine, et lui écrit une lettre passionnée. Et selon ce qu'on raconte, c'est qu'il aurait écrit « Joséphine, tu me manques, ne te lave pas, j'arrive. Je l'avais entendu, celle-là. » Celle-là, tu fais « OK, les phéromones devaient être à fond. » Puis l'autre que j'aime beaucoup, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'histoire médicale, c'est que, tu sais, à l'époque, on faisait des saignées parce qu'on considérait que la saignée permettait de renouveler le sang. Puis on pensait à l'époque qu'il y avait 27 litres de sang dans le corps puis qu'on pouvait en extraire facilement 15. Ouais, Il y en a combien de litres de sang dans le corps? pas 15. me semble. Entre 5 et 7. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu fais « Oh, ben il est mort. Pas grave, Écoute. on va prendre un autre. » C'est là que tu vois que les conceptions Ouais. évoluent avec le temps. Ah ouais, non, 100%. Ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'était On est très arrivé au bout intéressant. de- Ouais. Ouais, ben merci encore d'être Merci à vous d'être autres. venu. Passionnant. Oui. Où les gens peuvent aller te retrouver? Ben, sur la chaîne L'Histoire nous le dira, Oui. sur YouTube, sur Instagram aussi. Je suis un peu sur TikTok. Puis sinon, les livres, j'ai fait paraître une BD qui s'appelle Pour faire une histoire courte, le corps, qui va sortir en France au mois de janvier, mais qui est déjà disponible au Québec OK, depuis le mois d'août. intéressant. Puis avec le livre avec Jeannette, puis un Oui. livre sur les joueurs de hockey. On va mettre tout ça dans les notes Puis de le livre l'épisode sur l'Histoire aussi. nous le dira aussi. T'en fais des temps, fais des affaires. Oui. Tu vas t'occuper pas mal. Bon, ben Mais merci. t'es aussi au Salon du Livre. Oui, je trouve Ah ça Ce oui, aussi. j'avais week-end. Oui, puis Exact. en plus, on s'était parlé avant l'épisode. On dit, OK, on va essayer de le publier. Parce qu'on publie au vendredi. OK. On va essayer de le faire le vendredi Ouais. pour que les gens aient l'information. Parce que t'es là, je pense, jeudi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça. Exactement. Fait que c'est si fort. vous écoutez l'épisode en ce moment, il y a des bonnes chances que Laurent est au Salon du Livre en fin de semaine. Regardez la date, là, Au mais stand de Ozu et Urtubise. Ouais. donc tu vas être là. Bon, ben parfait. Écoutez, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Puis merci encore d'avoir été avec Merci nous. beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous trois. Merci.